Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le monde en fait, voilà, pas de distinction. Vous êtes sur C8 et vous regardez Voyage au bout de la nuit. Et vous savez quoi? On va partir en voyage très loin. Si je vous emmène en Orient, en Asie, si je vous emmène en Chine, absolument, c'est là que on a décidé de vous faire voyager. Alors, je vais continuer les nouvelles. C'est un bouquin qui s'appelle Le Journal d'un fou de Luxu. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien, je suis ravie de faire la lecture. Alors, je m'en mêle les pinceaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que si vous avez raté les replays comme moi, eh bien vous pouvez regarder les émissions sur le site grâce aux vidéos à la demande. Pour ça, Voyage au bout de la nuit et vous cliquez sur toutes les lectures et vous pouvez aussi partir et voyager avec nous au pays du soleil levant. Non, ça c'est le Japon. Je veux dire en Chine grâce au hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit et on est présent sur tous les réseaux sociaux. Mais ça, vous le savez. Alors, je m'arrête tout de suite de parler parce que je ne dis que des bêtises aujourd'hui et je continue la lecture. Et je crois que c'était Laura, donc je prends le relais. Chapitre 9. Ils veulent manger de l'homme et craignent d'être mangés. Ils s'observent avec la plus grande suspicion. Comme leur vie serait agréable s'ils pouvaient se débarrasser de ces obsessions et vaquer à leur travail, se promener, manger et dormir le cœur en paix. Ils n'ont qu'un pas à franchir. Et cependant, père et fils, frères aînés et cadets, mari et femme, amis, maîtres et disciples, ennemis jurés et même parfaits inconnus, ils se sont tous ligués, ils se dissuadent et s'interdisent mutuellement de franchir le pas. Ce matin, je suis allée voir mon frère de bonne heure. Il se tenait devant la porte de la grande salle, les yeux au ciel. J'arrivais par derrière. Je me campais entre lui et la porte et je dis sur un ton extrêmement posé et poli: « Frère, j'ai quelque chose à te dire. » Il se retourna précipitamment et acquiesça d'un signe de tête. « Eh bien, dis-le. » « C'est peu de choses, mais je ne sais comment l'expliquer, frère. Tous les peuples primitifs ont probablement mangé quelque peu de la chair humaine au début. Leur mentalité ayant évolué, certains y ont renoncé et comme ils essayaient de devenir meilleurs, ils sont devenus des hommes, de vrais hommes. Mais d'autres en mangent encore et c'est exactement comme pour les larves. Certaines sont devenues des poissons, oiseaux, singes et enfin des hommes. D'autres n'ont pas voulu s'améliorer et sont restés des larves. Quelle honte doivent ressentir ceux qui mangent de l'homme lorsqu'ils se comparent à ceux qui n'en mangent plus. Une honte bien plus grande, je crois, que celle des larves face aux singes. Au temps jadis, Yiya, c'est un nom, a fait bouillir son fils pour le donner à manger à Jie et à Zhu. C'est de l'histoire ancienne, mais j'imagine que les hommes se mangent entre eux depuis la séparation du ciel et de la terre par Pangu. Alors, comme on est en voyage en Orient, il y a plein de mots qu'on ne connaît pas, ni vous ni nous. Du coup, je vais vous lire quelques notes. Donc pour Pangu, moi je ne le sais pas, peut-être que vous le savez, c'est un héros mythologique qui créa le monde à partir du chaos originel en séparant le ciel et la terre. Donc voilà, il a juste un autre nom chez nous, mais chez eux il s'appelle Pangu. Alors, mais j'imagine que les hommes se mangent entre eux depuis la séparation du ciel et de la terre par Pangu et jusqu'à l'époque du fils de Yiya, puis du fils de Yiya jusqu'à Xuxiling, et de Xuxiling jusqu'à l'homme attrapé au village du Louveteau. L'année dernière, lorsqu'un criminel fut exécuté en ville, un tuberculeux est allé tremper ses petits pains dans son sang et les a sucés. Ils veulent me manger et tout seul, tu ne peux évidemment rien faire. Mais pourquoi te joindre à cette bande? Des mangeurs d'hommes sont capables de tout. S'ils me mangent, ils peuvent aussi bien te manger. Même au sein d'un clan, ils se dévorent entre eux. Mais tu n'aurais qu'un pas à faire, changer d'attitude sur le champ et tout le monde serait en paix. Qu'il en ait toujours été ainsi n'empêche qu'aujourd'hui, nous pourrions faire un effort supplémentaire pour nous améliorer et déclarer que ce n'est pas possible.
Tu es capable d'agir de la sorte, frère, j'en suis sûre. Avant-hier, le fermier voulait que le fermage fût réduit, et tu as dit que c'était pas possible. Il n'a eu tout d'abord qu'un sourire sarcastique. Puis une lueur meurtrière est passée dans ses yeux, et lorsque j'ai parlé de leur secret, il est devenu blême. Des gens, dont M. Zhao et son chien, s'étaient attroupés devant la porte donnant sur la rue et se bousculaient en se démanchant le cou pour mieux voir à l'intérieur. Je ne distinguais pas tous les visages. Certains étaient comme voilés, d'autres livides, au croc aigu, avaient un sourire crispé. Je savais qu'ils faisaient partie du même clan des mangeurs d'hommes. Mais je savais aussi qu'ils ne pensaient pas la même chose, en tout. Certains estimaient que l'homme est destiné à être mangé, puisqu'il a toujours été ainsi. D'autres savaient que cela ne doit pas se faire. Mais ils y tenaient. Et ils étaient tenaillés par la crainte de voir découvrir leurs secrets. Aussi se fâchèrent-ils en m'entendant, tout en maintenant un sourire cynique sur leurs lèvres pincées. Soudain, mon frère prit un air terrible et cria « Allez-vous-en tous! Qu'avez-vous à regarder un fou ?» Je compris aussitôt un peu plus leur manège. Ils n'accepteraient jamais de changer d'attitude. Leur plan était établi. Ils avaient décidé de m'étiqueter comme fou. Lorsque je serais mangé, non seulement il n'y aurait pas d'ennui, mais on leur en saurait probablement gré. C'est exactement ainsi qu'ils avaient procédé quand notre fermier avait parlé des villageois qui avaient mangé un voyou. Voilà leur stratagème, et il a fait ses preuves. Vieux Chêne arriva aussi, fort en colère, mais ils ne parvinrent pas à me fermer la bouche. Je tenais à parler à ces gens-là. « Changez, changez jusqu'au tréfonds de votre cœur, dis-je. Sachez qu'à l'avenir, il n'y aura plus de place sur terre pour les mangeurs d'hommes. Si vous ne changez pas, chacun de vous pourrait bien être dévoré à son tour. Vous aurez beau vous multiplier, vos descendants seront tous exterminés par les hommes véritables, comme les loups sont abattus par les chasseurs, tout comme les larves. » Vieux Chêne chassa tout le monde. Mon frère avait disparu. Vieux Chêne me conseilla de regagner ma chambre. Elle était d'un noir profond. Poutres et solives se mirent à trembler au-dessus de ma tête, puis au bout d'un moment, elles grandirent démesurément et s'entassèrent sur moi. Le poids était tel que je ne pouvais bouger, on voulait donc ma mort. Cependant, je savais que ce poids n'existait pas, et c'est tout couvert de sueur que je finis par me dégager. Mais je ne pouvais m'empêcher de répéter « Changez sans tarder. Changez jusqu'au tréfonds de votre cœur. Sachez qu'à l'avenir, il n'y aura plus de place sur terre pour les mangeurs d'hommes. » Le soleil ne paraît pas. La porte ne s'ouvre pas. 2 repas par jour. C'est un nouveau chapitre. J'ai pensé à mon frère aîné en prenant mes baguettes. Maintenant, je sais comment notre petite sœur est morte. C'est à cause de lui. Elle n'avait que 5 ans. Je la vois encore, tellement mignonne. C'était attendrissant. Maman pleurait, mais lui, il a supplié de s'arrêter. Il avait sans doute mangé ma sœur et entendre pleurer le gênait un peu, en admettant qu'il pût encore avoir un quelconque sentiment de honte. Ma sœur a été dévorée par mon frère, mais j'ignore si notre mère s'en est rendue compte. Je pense qu'elle devait le savoir. Si elle n'a rien dit au milieu de ses larmes, c'est probablement qu'elle estimait la chose normale. Je me souviens qu'un soir où nous prenions le frais devant l'entrée de la grande salle, je devais alors avoir 4 ou 5 ans. Mon frère me raconta que si les parents tombent malades, un fils doit être prêt à tailler dans sa propre chair et à en faire cuire un morceau pour eux, s'il veut être tenu pour un fils aimant. Notre mère n'a pas protesté. Si l'on admet qu'on peut en manger un morceau, pourquoi pas le reste ? Pourtant, mon cœur saigne encore en repensant à son affliction du moment. Comme tout ça est étrange. Y penser m'est devenu insupportable. Je viens seulement de comprendre que j'ai vécu toutes ces années en un lieu où l'on se repaît de chair humaine depuis 4000 ans. Mon frère venait de prendre la maison en charge lorsque notre petite sœur est morte. Qui sait s'il n'a pas mélangé sa chair à nos aliments pour nous en faire manger un peu ? Il se peut que, sans le savoir, j'ai mangé quelques bouchées de ma sœur et voilà mon tour venu. Avec 4000 ans de cannibalisme derrière moi, je ne m'en rendais pas compte,
Mais maintenant, je le sais. Comment pourrais-je espérer rencontrer un homme véritable? Se pourrait-il qu'il y ait encore des enfants qui n'ont pas mangé de l'homme? Écoutez, sauvez les enfants. Avril 1918. Ça, c'était la première nouvelle qui s'intitulait Le journal d'un fou. Et effectivement, manger des gens, c'est pas bien. Donc si vous faites ça chez vous, arrêtez tout de suite. Vraiment, c'est pas quelque chose de convenable. Maintenant, je passe à la seconde nouvelle qui s'appelle Kong Iji. Et excusez mon accent, je n'ai jamais fait de mandarin de ma vie. Et je ne compte pas en faire d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Alors, les débits de vin de Luzern ne ressemblent pas à ceux des autres régions du pays. Tous ont, à front de rue, un comptoir à angle droit derrière lequel l'eau destinée à chauffer le vin est maintenue bouillante. Midi et soir, les hommes viennent s'en payer un bol après le travail. Ils ont coûté 4 sapèques, voici 20 ans, et cela en vaut 10 aujourd'hui. C'est pas cher. Ça, c'est moi qui le dis. Ils consomment le vin chaud, debout, appuyés au comptoir et se détendent. Une sapèque de plus procure une assiette de pousses de bambou salées ou de fèves à l'anis pour accompagner la boisson. Avec une douzaine de sapèques, vous obtenez un plat de viande, mais rares sont ceux qui peuvent se le permettre, la majorité des clients appartenant à la classe des courts vêtus. Dans la pièce adjacente pénètrent uniquement les porteurs de longues robes. Là, ils commandent vin et plats, s'asseyent et boivent à leur aise. Je commençais à travailler à l'âge de 12 ans, comme garçon à la taverne Xiangheng, à l'entrée du bourg. Le patron me dit que j'avais l'air trop bête pour servir les clients à longue robe, et il me fit donner de travailler dans la pièce d'entrée. Alors si les courts vêtus étaient d'un abord plus facile, pas mal d'entre eux n'en finissaient pas avec leurs exigences. Pour être tout à fait tranquillisés, ils tenaient à voir de leurs yeux le vin jaune sortir de la jarre, à vérifier si le pichet ne contenait pas un léger fond d'eau et à surveiller son immersion dans l'eau chaude. Il n'était pas facile d'allonger le vin sous une telle surveillance. Aussi, le patron décréta-t-il, au bout de quelques jours, que je ne convenais pas pour cette tâche. Alors heureusement, j'ai été recommandée par quelqu'un d'influent. Il ne put donc me renvoyer, je fus transférée au service monotone du vin à chauffer. Il fait une petite aparté, mais quand même, chauffer du vin, il faut avoir l'idée, non? Ils ont vraiment des habitudes un peu étranges. Je passais mes journées debout, derrière le comptoir, comme ceux qui mettent le vin au frais aussi, ça ne se fait pas. Je passais mes journées debout derrière le comptoir, tout à mes occupations. Je donnais satisfaction, mais trouvais cela fastidieux et sans aucun intérêt. Le patron avait l'air féroce, les clients constituaient un troupeau morose. Il n'était donc pas question d'être un peu gai. Je ne parvenais à rire à un moment que lorsque Kong Iji pénétrait dans le débit. C'est pour ça que son souvenir m'est resté. Il était le seul client à longue robe à boire son vin debout. Il était grand, le teint livide, et bien souvent des estafilades couraient entre ses rides. Sa barbe était longue, négligée, striée de blanc. Il portait une longue robe, mais elle était sale, déchirée et semblait ne pas avoir été lavée ni accommodée. Depuis 10 ans. Quand il ouvrait la bouche, c'était que des formules littéraires classiques et la moitié était incompréhensible. Kong étant son patronyme, il avait été surnommé Kong Iji, 3 des 6 premiers caractères d'un modèle de calligraphie pour écolier. Attention, je vais vous faire mon meilleur mandarin du monde. Shangdarang Kong Iji. Qui veut dire, parce qu'il y a une petite note, il s'agit de la phrase « Le grand homme Kong, Confucius, à lui seul enseigna 3000 disciples, dont 72 devinrent des hommes parfaits. » Souvent cités seuls, les 6 premiers caractères, le grand homme Kong à lui seul, n'ont aucun sens et le personnage de Lung Sung s'appelle donc textuellement Kong à lui seul. J'espère que vous avez compris. Moi j'ai compris, si vous n'avez pas compris, vous revenez en arrière dans la barre des replays, ok? Donc, je reviens à cette phrase, Shangdarang Kong Iji, dont personne ne connaissait le sens exact. À son arrivée, tout le monde le regardait et gloussait, puis quelqu'un lui lançait.
Kongiji, votre visage a de nouveau des cicatrices. Il ignorait la remarque, allait au comptoir, alignait 9 sapèques et commandait. Chauffez-moi 2 bols de vin et servez-moi une assiette de fèves à l'anis. Un autre le brocardait à haute voix. Vous avez sûrement encore volé. Kongiji ouvrait de grands yeux, demandait mais pourquoi salir sans preuve la réputation d'un homme? Une belle réputation. Je vous ai vu avant-hier. On vous a attaché et battu pour avoir volé des livres à la famille. À la famille et. Kongiji rougissait, les veines saillaient sur son front comme il rétorquait. Prendre un livre ne peut être tenu pour du vol. Prendre un livre est une affaire de lettrés. Cela ne peut être tenu pour du vol. Puis suivaient des citations des classiques, difficiles à saisir du genre. L'homme bien né reste intègre, même dans la pauvreté. Et un tel embrouillamini d'expressions de lettrés que chacun éclatait de rire et que la gaieté gagnait tout le cabaret et les alentours. J'avais entendu dire qu'il avait étudié les classiques, mais n'avait jamais été reçu aux examens officiels. Incapable de gagner sa vie, il sombra de plus en plus dans la pauvreté, jusqu'à être pratiquement réduit à la mendicité. Heureusement pour lui, il était un bon calligraphe, et des travaux de copie lui procuraient son bol de riz. Malheureusement, il avait de mauvaises habitudes, il aimait boire et était paresseux. Aussi disparaissait-il invariablement au bout de quelques jours, emportant livres, papier, pinceau et encriers de pierre. Le fait s'étant répété maintes fois, plus personne ne voulut de lui comme copiste. Et lui ne lui resta qu'à chaparder à l'occasion. Mais chez nous, au cabaret, il était d'une conduite exemplaire. Jamais il ne manquait de payer, quoique, lorsqu'il était à court d'argent, son nom eut quelques apparitions sur le tableau des débiteurs. Il réglait toujours dans le mois et son nom était effacé. Son visage cramoisi retrouvait un teint normal après un demi-bol de vin. C'est à ce moment que quelqu'un demandait « Kongiji, savez-vous vraiment lire ?» Et comme il toisait son interlocuteur, la question lui paraissait méprisable. D'autres continuaient « Non mais comment se fait-il que vous n'ayez même pas décroché la moitié d'un titre de bachelier ?» Il était aussitôt la désolation même, mal à l'aise. Dans son village couleur de... Je vais reposer la question, c'est Florie, est-ce que tu sais vraiment lire? J'arrête pas de bafouiller, je reprends. Il était aussitôt la désolation, même mal à l'aise. Dans son visage, couleur de cendre, les lèvres bougeaient pour marmonner d'inintelligibles citations classiques. Et chacun de rire de si bon cœur que la joie remplissait de nouveau le cabaret à en déborder. Je pouvais rire avec les autres à ces moments-là, sans me faire attraper par le patron. En fait, il lui arrivait souvent d'interpeller Kongiji pour faire rire les clients. Sachant que toute conversation avec eux était inutile, Kongiji s'adressait aux enfants. Alors un jour, il demanda « As-tu été à l'école ?» Je fis signe que oui. Et il dit « Je vais donc te poser des questions. Comment écris-tu le caractère 8 dans Huixiang ?» Ça veut dire l'anis. Je ne me laisserai pas mettre à l'épreuve par un mendiant, me dis-je, et je me détournai sans m'occuper de lui. Il attendit un long moment et c'est plein de sérieux qu'il poursuivit. Ainsi, tu ne sais pas l'écrire. Je vais te montrer. Essaie de le retenir. Tu ne devrais pas oublier ce genre de caractère, car il te viendra à point plus tard pour faire tes comptes, quand tu auras ton débit à toi. Posséder un débit de vin paraissait encore fort lointain. Par ailleurs, le patron n'enregistrait jamais de fèves à l'anis dans son livre de comptes. Amusé et exaspéré aussi, je répondis nonchalamment. « Qui voudrait de vous comme professeur? Ne s'agit-il pas de lui qui a l'herbe pour radical ?» Il fut enchanté et tapota le comptoir de 2 de ses ongles démesurés. « Bien, bien. Ah, il y a une petite note qui est intéressante. Je vais vous la lire. Tradition en usage chez les lettrés d'avoir un ongle démesuré parce que ça montre qu'ils ne travaillent pas de leurs mains. Tout est dans la tête. Assez intéressant. Parfois, bien, dit-il, en opinant de la tête. Seulement 8 peut s'écrire de 4 manières. Les connais-tu? Ma patience était à bout et je me renfrognais et je m'éloignais. Kongiji avait trempé un doigt dans son vin et s'apprêtait à écrire les caractères sur le comptoir. Mais mon peu d'enthousiasme le fit soupirer et il parut déçu.
Parfois, des enfants du voisinage arrivaient pour participer à la gaieté et entendant rire et entourer Konkiji. Il leur donnait des fèves parfumées à l'anis, une à chacun. Après les avoir mangées, les enfants restaient là, le regard sur l'assiette. Soudain inquiet, il la couvrait avec sa main et, se penchant, disait « J'en ai plus beaucoup, plus beaucoup ». Il se redressait ensuite, jetait un coup d'œil sur les fèves, secouait la tête. « Pas beaucoup. Peut-on dire qu'il y en a beaucoup ? En vérité, non. Non, pas beaucoup. » Il s'exprimait dans la langue savante et les enfants déguerpissaient en éclatant de rire. Konkiji était de bonne compagnie, mais nous nous sentions fort bien, sans lui. Un jour, peu avant la fête de la mi-automne, le patron s'appliquait à mettre ses comptes en ordre. Décrochant le tableau du mur, il dit soudain « Ça fait longtemps que Konkiji s'est pas montré. Doit toujours 19 sapèques ?» Et je réalisais que nous ne l'avions pas vu depuis tout un temps. « Comment pourrait-il venir ?» dit un client. « On lui a cassé les jambes. »« Ah ?» fit le patron. « Il a encore volé. Mais cette fois, il a été assez fou pour s'en prendre à Monsieur Ding, le licencié. Comme si on pouvait s'en tirer avec celui-là. » Et alors ? Alors, il a dû faire tout d'abord des aveux par écrit, puis il a été battu, presque toute la nuit, même qu'il a eu les jambes brisées. Et ensuite, ses jambes ont été brisées. Ouais, mais après, qui sait, il est peut-être mort. Le patron ne posa plus de questions et reprit lentement ses comptes. Les fêtes terminées, le vent d'automne se fit plus froid. Avec chaque jour qui passait, l'hiver approchait. Je dus mettre ma veste ouatée et pourtant, j'étais toute la journée près du feu. Un après-midi, le débit était vide. J'étais assis, les yeux fermés, lorsque j'entendis dire « Mettez un bol de vin à chauffer ». La voix, fort basse, m'était familière. Je regardais. Je ne vis personne. Je me levai, je lorgnai du côté de la porte. Konkiji était au pied du comptoir, assis, face à l'entrée. Visage terreux, décharné, il était dans un état lamentable. Portait une veste doublée, il était presque en loques, jambes croisées. Il était installé sur une natte qu'une corde de paille attachait à ses épaules. Il me vit et reprit. « Mettez un bol de vin à chauffer. » Patron passa la tête au-dessus du comptoir. « Est-ce vous, Konkiji ? Vous me devez toujours 19 sapèques. »« Ça... » »« Je le réglerai la prochaine fois, » dit Konkiji en levant la tête. « Je paie content. Que le vin soit bon. » Le patron rit comme toujours et ajouta « Vous avez encore volé, Konkiji ?» Et au lieu de se récrier comme d'habitude, Konkiji répondit simplement « Ne plaisantez pas. » « Plaisanter ? Mais si vous n'avez pas volé, pourquoi vous aurait-on brisé les jambes ? » ?»« Cassé, en tombant, » dit Konkiji d'une voix sourde. « En tombant, en tombant. » Ses yeux suppliaient le patron d'en rester là. Quelques personnes étaient arrivées entre-temps et tout le monde riait. Je chauffai le vin, allai le porter et le déposer sur le seuil. Il sortit 4 sapèques de la poche de sa veste en loques et les mit sur ma paume. Il avait dû s'aider de ses mains pour ramper jusque-là, car elles étaient couvertes de boue. Il but son vin et, sous les rires et les remarques, s'éloigna lentement, en se traînant à la force des poignets. Beaucoup de temps passa sans que nous le vîmes. À la fin de l'année, le patron décrocha le tableau et dit « Konkiji doit toujours 19 sapèques. » À la fête des barques dragons de l'année suivante, il constata une fois de plus « Konkiji doit toujours 19 sapèques. » Mais à la fête de la mi-automne, il ne dit plus rien. Et une autre année arriva sans que Konkiji eût donné signe de vie. Je ne l'ai jamais revu, oui. Konkiji doit être mort, pour de bon. Et ça a été écrit en mars 1919. On va enchaîner avec d'autres nouvelles. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, que ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, ça a été écrit en mandarin, si je ne dis pas de bêtises, et il y a une édition qui est parue
en langue française. Et cette édition-là, figurez-vous que c'est une traduction anonyme. Et c'est pour ça qu'on a le droit de lire ce très joli recueil de nouvelles. Et j'aime beaucoup les nouvelles qui nous viennent d'Asie et de Chine notamment, parce qu'elles ont toujours un sens philosophique et on peut les lire toujours de façon double, triple. Il y a toujours plusieurs sens, il y a plusieurs chemins de les intégrer. Elles sont toujours très jolies. Je vais enchaîner avec une autre nouvelle qui celle-ci s'appelle Le Remède. On était en automne, aux petites heures du jour. La lune avait disparu, le soleil n'était pas encore levé. Seul existait le ciel, d'un bleu sombre. Tout dormait, hormis ce qui rôde la nuit. Le vieux Hua Xuan s'assit soudain dans son lit. Il frotta une allumette, alluma la lampe graisseuse et une lumière blafarde gagna les 2 pièces de la maison de thé. « Y vas-tu maintenant, père de petit Xuan ?» s'enquit une voix de vieille femme. Une quinte de toux parvint de la petite chambre du fond. Vieux Xuan écoutait. « fit-il tout en fermant ses vêtements. Puis il tendit la main et dit « Donne !» Sa femme, la mère Hua, fouilla un moment sous l'oreiller, en sortit un paquet de pièces d'argent qu'elle remit à son mari. D'une main tremblante, il le glissa dans sa poche qu'il tapota par 2 fois, puis alluma une lanterne de papier, souffla la lampe et se dirigea vers la chambre du fond. Il y eut un bruissement suivi d'une nouvelle quinte de toux. Le silence revenu, vieux Xuan dit doucement « Psst, hé, petit Xuan, te lève pas, ta mère s'occupera des clients. » Il n'obtint pas de réponse et en déduisit que son fils s'était profondément rendormi. Il sortit. Il faisait noir, la rue était déserte, on ne distinguait que la grisaille de la chaussée, le lampion éclairait les pieds de leurs pas réguliers. Vieux Xuan croisa des chiens, ça et là, mais pas un n'aboya. Le froid était bien plus vif qu'à l'intérieur. Cependant, le vieux se sentait tout ragaillardi, comme s'il eût soudain rajeuni et possédait quelque miraculeux pouvoir dispensateur de vie. Il avait allongé le pas, la route se dessinait de plus en plus nettement sous un ciel de plus en plus lumineux. La marche l'absorbait et il sursauta lorsqu'il s'aperçut distinctement un carrefour en forme de T devant lui. Il revint un peu sur ses pas pour aller s'abriter sous l'auvent d'une boutique et s'adossa à la porte fermée. Au bout d'un moment, il eut froid. « Ah, voilà le vieux !» dit quelqu'un. « Il a l'air plutôt gai !» fit une autre voix. Et vieux Xuan sursauta une fois de plus et, ouvrant les yeux, vit passer plusieurs hommes. L'un d'eux se retourna même pour le fixer et quoiqu'il ne pût bien distinguer son visage, il perçut dans ses yeux une lueur de convoitise, comme d'un affamé à la vue de la nourriture. Vieux Xuan regarda sa lanterne. Elle était éteinte. Il tâta sa poche. Le paquet dur était toujours là. Puis il jeta un coup d'œil autour de lui et aperçut des gens étranges qui, par 2 ou par 3, déambulaient comme des âmes en peine. Il les examina, puis attentivement, mais ne décela rien qui sortit de l'ordinaire. Des soldats arrivaient. Le grand cercle blanc ornant la poitrine et le dos de leur uniforme se voyait même à distance. Il en distingua aussitôt le liseré grenat alors qu'ils approchaient. La seconde d'après, une foule déferlait devant lui en piétinant lourdement. Les petits groupes, arrivés plus tôt, convergèrent soudain, puis s'élancèrent contre la marée à l'assaut. Ils s'arrêtèrent brusquement à l'entrée du carrefour et se mirent en demi-cercle. Bon, et on va s'arrêter là parce que c'est déjà la fin de cette lecture, mais restez avec moi, allez chercher un bol de soupe et de nouilles sautées. On se retrouve pour la suite de la lecture du Journal d'un fou et autres nouvelles lors d'une prochaine émission de voyage. Enfin, elle arrive juste après, c'est juste après la pub, alors restez là. À toutes.